Bien, bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre. Je vous rappelle que nous avions amorcé l'étude de l'office du juge, sauf erreur de ma part. Donc le programme de cette matinée, j'aimerais bien envisager ce thème-là de l'office du juge, parce qu'évidemment ça me paraît assez central, hein, c'est tout à fait déterminant. Et ensuite nous pourrons amorcer au moins les grands réflexes des procédures civiles d'exécution. Je validerai un certain nombre de sujets et j'espère que nous pourrons amorcer l'étude d'un de ces sujets. À propos de la procédure civile, je pense que je vais vous mettre en ligne également un corrigé, qui sera à lire sur l'exécution provisoire, parce que ça me paraît intéressant de connaître les tensions du sujet sur l'exécution provisoire. Et il va de soi, j'ai eu un mail hier qui me demandait si je validais également le sujet, le jugement. Bah oui, c'est très intéressant. C'est quoi un jugement, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Quelles sont les particularités de l'acte juridictionnel? Quelle est la langue dans laquelle on écrit le jugement? Enfin, tout ça, je trouve que c'est plutôt pertinent. Alors, quoi qu'il en soit, donc, l'office du juge, je vous rappelle les tensions que nous avions essayé de mettre en place dans l'introduction. Je vous rappelle que l'idée est la suivante. On avait cité Motulski, me semble-t-il. Je vous avais dit à quel point les principes de réalisation méthodique du droit privé de Motulski étaient un ouvrage clé, qui est une sorte de source matérielle, en quelque sorte, du Code de procédure civile. Et nous avions dit, au fond, traditionnellement, l'équilibre qu'on avait voulu mettre en place, hein, c'est un équilibre entre droit et fait, qui fait que, bien sûr, le cœur de son travail au juge, c'est la jurisdiction, mais il n'est pas étranger non plus aux faits. On verra que l'idée de collaboration fait que, fondamentalement, les parties et le juge doivent collaborer pour essayer d'édifier un édifice de faits, hein, comme le dit parfois Motulski, et de préférence faire en sorte que la bonne règle de droit ait été identifiée. Bon, simplement, vous avez compris que les équilibres initiaux voulus par la commission de réforme de la procédure civile, hein, et qui se trouve au cœur du Code de procédure civile, ces équilibres ont été perturbés par un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation. Je pense notamment à l'arrêt, bien sûr, du 21 décembre 2006, s'agissant du revirement dans le temps, hein, de la modulation dans le temps des revirements, ou bien l'arrêt de l'Assemblée plénière du 21 décembre 2007 sur le relevé d'office des moyens de pur droit. Ce qui fait qu'au fond, on a le sentiment qu'il n'y a pas un, mais des offices, qu'il faut distinguer juge du fond et juge de cassation, et qu'à certains égards, il y a tantôt un retrait de l'office du juge du fond, et tantôt une extension de l'office du juge de cassation. C'est tout cela que nous allons reprendre, ce qui me permettra bien sûr de refaire le point également sur la jurisprudence, le revirement dans le temps, etc., qui sont des choses, à mon avis, essentielles. Alors, grand 1, donc, l'office du juge entre fait et droit. Je vous avais donné des éléments d'intro, donc je pense que nous en sommes là. L'office du juge entre fait et droit. Voyons d'abord, alors, dans le chapeau, bien sûr, je répète, il ne faut pas hésiter à faire un chapeau, hein, qui ne fait pas 10 lignes, mais au moins 3-4 lignes, qui prend par la main, hein, vous le savez, le correcteur. Et si vous voulez citer Motulski en disant, voilà, il y a un principe de collaboration, si on veut être méthodique, encore faut-il bien encadrer cet office et bien préciser ce que sera le travail du juge, tant en regard du droit, grand A, qu'en regard du fait, grand B. Donc grand A, le juge et le droit. Alors, le juge et le droit, pour essayer de comprendre la juridiction, pour verrouiller en quelque sorte les fondamentaux dans ce A, moi je pense que pour prendre le bon appui, il faut partir tout de suite de l'article 12 du Code de procédure civile, et à certains égards en faire une glose. Voilà. Alors donc, petit 1, c'est la juridiction, l'application des règles de droit. Et petit 2, on verra les contraintes de la juridiction. En gros, voilà en quoi ça consiste, la juridiction, et voilà comment c'est encadré. Simple. Alors, première idée, premier tiret, s'agissant du contenu, de la consistance de la juridiction, vous allez rappeler cette formule de l'article 12, alinéa 1er, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Alors, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que dès 1975, on avait pris conscience quand même
qu'on était à l'heure du pluralisme, non? Parce que c'est pas le juge tranche le litige conformément à la loi. C'est règles de droit qui lui sont applicables. On sent bien que tout le droit n'est pas dans la loi. Et pensez à ce que nous avons dit sur le pluralisme des sources. Vous savez qu'aujourd'hui, vous aurez à trancher bien souvent entre des normes antagonistes qui sont pourtant de valeur égale. Non, c'est fondamental. C'est pour ça qu'à mon avis, faut avoir un peu de hauteur quand on est juge. Enfin, dernièrement, quand vous avez vu l'arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2015, peut-être, hein, la grande presse s'en est fait l'écho, parce que ça intéresse Steve Briouat. Je vous rappelle que Steve Briouat a eu la mauvaise idée de dire comment un livre a révélé mon homosexualité, etc. Bon. Très mauvaise idée, à mon avis. J'aurais mieux fait de fermer sa gueule. Parce que le résultat des courses a été débouté par la Cour d'appel de Paris le 19 décembre 2013 et rejette son pourvoi, là, le 9 avril 2015. Les droits en présence, c'est vie privée du côté de Steve Briouat, article 9, plus bien sûr article 8 de la CEDH. Oui, mais de l'autre, du côté de la maison d'édition, c'est droit du public à l'information. Et je vous rappelle que l'ouvrage en question, c'est pour ça qu'il aurait fallu que les avocats se rencarnent un peu plus, l'ouvrage en question, c'est un ouvrage qui faisait allusion à l'homosexualité pour dire « et c'est pour ça que le FN a infléchi sa position s'agissant du mariage pour tous, etc. » Droit du public à l'information. Parce que c'était totalement proportionné par rapport à l'objectif assigné. Ce que je veux dire, c'est que, quels que soient les sujets, demain, quand vous serez juge, vous aurez souvent à trancher avec deux règles concurrentes de même niveau en termes de hiérarchie des normes. D'où l'importance, d'ailleurs, du fameux critère de proportionnalité qui émerge de plus en plus. Et ce qui veut dire que, pour le dire comme Otulski, hein, la réalisation méthodique du droit, l'application d'une norme générale et abstraite à une situation concrète, bah, c'est toujours fait d'un peu de surprise. Hein. Ça, j'y reviendrai, la jurisdiction, ce qu'on appelle parfois l'insécurité juridique, je pense que c'est tout simplement qu'il y a toujours une part de surprise, effectivement, quand on réalise concrètement et méthodiquement, et aussi méthodique que soit cette application, quand on fait advenir une loi abstraite hein, dans une situation concrète. Deuxième tiret, je vous rappelle que vous n'êtes absolument pas tenu par les qualifications qui ont été données par les parties. Vous avez tout à fait la possibilité de requalifier. Et c'est même plus qu'une possibilité, c'est un devoir. Ça n'a pas été remis en cause par la décision de 2007. Vous devez, s'il le faut, requalifier. Bon. Troisième tiret, vous zoomez sur les hypothèses où vous avez autre chose comme mission, comme office, que d'appliquer une norme générale et abstraite à une situation concrète. Bon. C'est soit l'hypothèse de l'amiable composition. Alors ça, c'est rarissime, vous savez, c'est 12 alinéa 3. Vous savez, c'est quand les parties se mettent d'accord pour dire au juge, bah, finalement, tu peux faire du freestyle si tu veux, ça me gêne pas, je te laisse statuer en équité. Vous savez que l'amiable composition, c'est un énorme bide. Hein? Bah, je pense qu'aucune partie à un procès devant la justice étatique n'est assez folle pour laisser le juge statuer en amiable composition. Non? Si on veut du sur-mesure, etc., et qu'on en a les moyens, on va avoir un arbitre. Hein. Et là, on aura à peu près ce qu'on veut. Mais dire à un juge étatique, vas-y, amiable composition, voilà. Donc vous commencez votre zoom là-dessus. C'est en gros, je pars du normal, je vais au pathologique, au plus original. Bon. Mais quand vous continuez votre zoom, vous pouvez très bien dire, mais attention, il y a en revanche une autre dimension maintenant de l'office, qui est de plus en plus importante, c'est la conciliation. Article 21 du Code de procédure civile. C'est intéressant de dire autant dans les nouveaux offices, que je le répète, ce sujet pourrait faire l'objet plus d'un pluriel que d'un singulier. Bah, l'office classique, c'est la juridiction, appliquer du droit à des faits, ça c'est simple. Parfois, on peut laisser de côté la règle de droit, ça c'est l'amiable composition, mais je le répète, c'est finalement assez peu utilisé. En revanche, ce qui monte en puissance de plus en plus, c'est la conciliation. C'est cette idée d'un juge pacificateur qui concilie les parties, etc. Article 21. Alors, donc ça c'était tout ce qui... Voilà le contenu de la juridiction, voilà à peu près sa portée. Petit 2, les contraintes qui s'imposent au juge.
D'abord, premier tiret, vous le savez, il a une double contrainte qui tient aux articles 4 et 5 du Code civil. Ça, je pense que vous le savez. 4, prohibition du déni de justice. 5, prohibition des arrêts de règlement. En gros, en clair, il ne peut pas renoncer à statuer sous prétexte qu'il y aurait obscurité de la norme, que sais-je encore, mais il ne peut pas non plus, quand il statue, se comporter comme un législateur, c'est ça un arrêt de règlement. Je vous rappelle que des deux prescriptions, la plus importante, indéniablement, c'est le déni de justice. Pour une bonne raison, c'est qu'en 1994, on a maintenu dans le Code pénal le délit de déni de justice, c'est dans la 4e partie du Code, vous savez, des entraves à la justice. On a en revanche abrogé l'infraction de forfaiture. C'est la forfaiture, c'est la sanction pénale qui était à la clé lorsqu'un juge se mettait à statuer de façon générale et abstraite. Bon. C'est ce qu'on appelle le crime de forfaiture. Il a été abrogé en 1994. Deuxième tiret, vous allez rappeler bien sûr que le juge est tenu par le contradictoire. C'est fondamental. C'est peut-être le principe directeur le plus important, en tout cas celui qui était le plus central aux yeux de Motulski. Je vous rappelle cette belle disposition de l'article 16 du Code de procédure civile. Le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire. Article 16 du Code de procédure civile. Je vais vous donner un exemple. Vous relevez d'office une clause abusive, immédiatement vous déclenchez les débats. Et c'est ce que veut aussi la CJUE. Je pense à un arrêt de la CJUE du 21 février 2013. Vous savez très bien que le relevé d'office des clauses abusives, c'était demandé par l'Union européenne. Bon. Mais l'Union européenne est consciente du fait, je répète, à un arrêt de la CJUE du 21 février 2013, peu importe, elle insiste sur le fait que ça doit se faire dans le respect du contradictoire. Bon. Il faut inviter les parties à débattre de cela. Troisième tiret, je vous ai déjà dit que ça pourrait être un sujet, ça, le principe du contradictoire. Ce serait très beau comme sujet. Le principe du contradictoire avec voilà ce que c'est pour le juge, voilà ce que c'est pour les parties, voilà les cas où on peut le mettre à l'écart totalement, voilà les cas où on peut le différer, vous voyez, pour les ordonnances sur requête, ça serait un assez joli sujet à mon avis. Troisième tiret, vous zoomez bien sûr sur la contrainte qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est bien sûr le principe dispositif. Le procès civil, c'est avant tout la chose des parties quand même. Gardez ça en tête. Bon. Et là, ça vous permet de faire un zoom sur l'infra, l'ultra, l'extra petita. C'est-à-dire l'excès de pouvoir du juge. Et ça, vous savez que c'est une voie d'ouverture à cassation, aussi, bien sûr. Infra, ultra, extra petita. Souvenez-vous de ce juge de proximité de Saint-Malo qui avait dit à une malheureuse dame pour un contentieux sur les travaux qui n'avaient pas été exécutés que son QI n'était pas plus étendu que la surface de sa caravane. Bon. Ça, c'est dans la décision d'un juge de proximité malouin. Bon, immédiatement, pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Non, je pense que c'est un peu ultra petita, ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est, elle n'avait pas posé la question, suis-je conne, Bon, d'accord. Et donc ça, c'est un excès de pouvoir. C'est un excès de pouvoir. Voilà. Et vous voyez juste une chose, le 1A, c'est la base. Je vous le répète et je vous le martèle, que l'on soit en civil, en pénal, en culture générale, quand tu commences, tu pars du bon pas. Tu pars pas sur la pathologie, tu pars pas sur des trucs dingues. Tu verrouilles tes fondamentaux, comme ça après tu pourras dérouler tranquillement. Quand tu as posé ça, il est rassuré le mec en plus, non? Le mec c'est le correcteur. Il se dit au moins, ok, elle ou lui, on peut à peu près lui confier les responsabilités parce que la juridiction, il voit à peu près ce que c'est, voilà, on est tranquille et on a en tête l'excès de pouvoir, on a tout mis en place là. Et vous remarquerez que c'est un déversoir de l'intro, non? À certains égards. C'est-à-dire que ce qui est trop technique pour être développé dans une intro, c'est là. Et il faut absolument que ce soit là. Donc soignez ça, je répète, moi, quand vous allez être devant votre feuille là au concours, pensez bien à avoir un plan suffisamment détaillé
pour pas rater ces étapes-là. D'accord? Pour vraiment vous dire, mais, allez, ça je le verrouille, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Grand B, maintenant, le juge et le fait. Ben, l'idée est la suivante, et ça, il suffit de la marteler dans votre chapeau pour qu'on voit l'axe. D'accord, la procédure civile française, initialement et originellement, était essentiellement accusatoire. Mais enfin, il y a quand même eu un accent qui a été progressivement mis pour y introduire de plus en plus d'inquisitoire. Ça, vous faites sonner ces mots-là. L'accusatoire, l'inquisitoire. C'est d'accord, c'est la chose des partis, etc. Mais enfin, progressivement, une dose d'inquisitoire a été instillée dans la procédure civile française. Et pour s'en rendre compte, pour s'en rendre compte, il faut quand même mettre en avant, mettre en valeur ce personnage qui est né en 65. Enfin, il y avait déjà eu une expérience en 35, hein, si vous avez lu mon devoir sur la mise en état. Mais enfin, la date de naissance du juge de la mise en état, c'est 65, vraiment. Et qui n'a cessé de voir ses pouvoirs s'accroître. Et c'est pour ça que je vais d'abord voir les pouvoirs généraux du juge à l'égard du fait, et je verrai ensuite les pouvoirs spécifiques du juge de la mise en état. Est-ce que ça va? Je légitime, vous voyez que j'utilise aussi mon chapeau, là, pour légitimer la manière dont j'ai hiérarchisé les idées. Et c'est une manière de dire, je vais d'abord voir les pouvoirs généraux, je le répète, du juge à l'égard du fait, très bien, mais je crois que je vais quand même accentuer aussi sur les pouvoirs spécifiques, les pouvoirs renforcés du juge de la mise en état, parce que c'est un personnage très important dans le procès civil, au risque d'ailleurs d'en faire une procédure, à mon avis, bureaucratique aujourd'hui. Bon. Alors, petit 1, les pouvoirs généraux du juge à l'égard des faits. Alors là encore, on essaye de partir du bon pas. Premier tiret, il va de soi quand même que c'est avant tout au parti qu'il incombe de rapporter la preuve des faits au soutien de leurs prétentions. Non, c'est quand même le b.a.-ba, ça. Et juste une chose, si vous aimez les mots, pourquoi est-ce qu'à mon avis, il ne faut jamais dire instruction en matière civile et plutôt mise en état? Parce que c'est surtout le juge qui doit être instruit. Non? C'est pas l'affaire. Il comprend rien en fait au début, le juge. Non? Un litige de responsabilité médicale, un litige de construction, un litige d'œuvre d'art pour vice du consentement, il comprend rien au début. Il va falloir l'instruire, l'éclairer. Ça va? C'est plutôt lui qu'il faut instruire. Bon, donc il faut rapporter des faits au soutien de la prétention. Et vous avez compris d'ailleurs que cette tâche, elle est encore plus lourde aujourd'hui qu'hier pour les parties et leurs conseils, puisque vous savez que les conclusions doivent être qualificatives et récapitulatives. Ça vous dit quelque chose. Les faits, ils ne vous les livrent pas bruts, hein. Ils doivent vous livrer qualifié et récapitulé. Et le récapitulé, vous savez que les parties n'ont pas le droit au copier-coller, hein. Ça va? Sauf que vous savez que parfois, elles le font parce qu'il y a une règle qui vient leur dire, si tu oublies quelque chose dans ta récapitulation, on supposera que la prétention a été abandonnée. D'accord? Mais normalement, il y a tout un travail intellectuel, quand on est avocat, qui consiste à dire, voilà tout le cheminement qu'il y a eu, et si je synthétise, je demande ça, 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 ça. Voilà. Tout ça pour, là encore, ambition d'une justice raisonnée, faire en sorte que ça vous soit servi tout chaud, et vous savez que la plus grande victoire d'un avocat, en tout cas au civil, c'est quand on retrouve des mots entiers de nos écritures dans une décision. Non? C'est un plaisir simple, et ça arrive, hein. En principe, quand on arrive à ciseler les choses, on peut se retrouver avec des pans entiers. Parce que vous avez le droit au copier-coller, en revanche. Hein. Vous le savez. Hein, il vous suffit de mettre République française et hop, c'est parti, quoi. Bon. Donc ça va, quoi. Hein, pas non plus un travail si difficile que ça. Il faut juste être capable, quand même, peut-être, de voir qui de A ou de B a le mieux travaillé. Hein. Même si vous savez que vous verrez qu'il y a parfois des circulaires qui vous demandent de prendre le parti du petit mulot. Ça vous dit quelque chose, hein. La chancellerie donne des circulaires qui sont extraordinaires. C'est en gros, si tu vois qu'il y a un avocat nul et un avocat bon, tu aides l'avocat nul. Ah oui, il y a des circulaires en ce sens. Hein. Oui. Parce que le sous-entendu, c'est l'avocat bon est un avocat de riche et l'avocat nul est un avocat de prolo. Donc tu vas essayer de contrebalancer ça. On peut comprendre l'idéologie qu'il y a derrière, mais bon, c'est un peu particulier. Hein. Surtout au regard de l'impartialité du juge. Alors, ça, c'est la première idée. Je pense qu'elle est à peu près simple à comprendre. Deuxième idée,
vous allez rappeler que le juge n'est pas démuni, n'importe quel juge, pour provoquer des explications, demander des éclaircissements supplémentaires, avec un jeu d'ailleurs d'échange qui peut se faire, vous le savez, par écrit, voilà, et de façon assez informelle. Et puis surtout, il peut s'appuyer sur des expertises. Non? Il peut en demander, même si vous savez que s'il y a expertise, le mieux c'est qu'il y ait calendrier d'expertise quand même, car c'est la cause de ralentissement numéro 1 du procès civil, l'expertise. Pourquoi est-ce qu'un procès en divorce est long? Parfois, parce qu'on demande des expertises des biens immobiliers. Pourquoi est-ce qu'un procès en insolvabilité médicale est long? Parfois, parce qu'on demande des expertises complémentaires, etc. Même chose au droit de la construction. Bon. Là, c'est le rôle de l'expertise. À propos de l'expert, vous savez que vous n'abandonnez pas pour autant votre juridiction. Hein. Il vous apporte des éléments, mais en principe, vous êtes souverain. C'est quelque chose. Hein. Je pense notamment à l'expertise biologique. C'est pas parce qu'il y a l'expertise biologique que pour autant vous ne pouvez pas l'apprécier. Non? Parce que parfois il y a des juges qui viennent dire « Ah bah maintenant que c'est dit par la science, mais toi t'es juge, hein ?» Donc c'est un avis qui t'est donné, c'est une expertise qui t'est donnée. En principe, tu n'abdiques pas ta juridiction. Bon. Et troisième tiret, bien sûr, vous zoomez sur une des choses qui étaient les plus chères à Motulski, ce sont les faits adventices. Alors vous savez, les faits adventices, c'est l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Je pense que vous savez que ce sont des faits qui n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, mais qui ont émergé des débats. Et ces faits qui ont émergé des débats peuvent parfaitement venir vous aider à construire votre solution. Ils font partie de l'édifice des faits, pour le dire comme Motulski là encore, à condition bien sûr qu'on reste dans le respect de l'objet du litige. Est-ce que ça va? Je sais pas, vous êtes JAF, vous les voyez s'écharper devant vous, il y a des faits qui émergent, très bien. Mais enfin, si parmi les faits, il y a, et tu te souviens, on n'avait pas déclaré les loyers, etc., vous n'allez pas vous mettre à régler un litige locatif. Est-ce que ça va? Non, hein, ça doit rester quand même, les faits adventices, oui, mais dans le respect de l'objet du litige. C'est évident, mais il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on va pas, parce que si vous, on est d'accord que le risque des faits adventices, c'est de finir par statuer ultra petita. Non? De proche en proche, on doit garder en tête, c'est l'effet adventice, mais dans le cadre de l'objet du litige, tel qu'il a été circonscrit. Et vous savez que le reproche qu'on fait souvent aux jeunes magistrats en civil, c'est pour ça qu'en général, vous, on vous mettra pas, il y a peu de chances qu'on vous mette juge civil en premier poste, hein, mais les concours complémentaires, par exemple, on les met parfois tout de suite JAF. La critique numéro 1 qu'il aurait fait, c'est pour ça que je pense à JAF, c'est désolé, mais t'as pas bien circonscrit l'objet du litige, et ton esprit a battu la campagne. Parce que vous savez, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à réviser, là, hein, mais je peux vous assurer que quand les dossiers arrivent et qu'ils sont grands comme ça, et qu'il y en a 12 comme ça pour la journée, vous direz finalement, le programme de l'ENM, ça allait. D'accord? Et c'est là qu'il y a intérêt justement d'y voir clair, d'aller à l'essentiel quand on lit les pièces, d'identifier la bonne pièce, et de ne pas tout lire, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Difficile. Petit 2, les pouvoirs spécifiques, pouvoirs particuliers du juge de la mise en état. Alors, ici, voilà comment vous pourriez vous y prendre. Premier tiret, vous insistez sur la montée en puissance de ce personnage. C'est-à-dire, en gros, vous savez, le juge de la mise en état, il est né en 65. En 65, d'ailleurs, on était au début très ambitieux, on a retrouvé cette ambition, mais vous savez, la mise en état, on peut hésiter entre mise en état intellectuelle et mise en état formelle. Et en 65, on était tout de suite très ambitieux avec une mise en état intellectuelle. Vous faites la différence entre les deux. Mise en état formelle, c'est juste, je réunis toutes les pièces pour voir si toutes les codes sont là. C'est un travail de super greffier, si vous voulez. Mise en état intellectuel, là c'est vraiment, je me penche dans le dossier, comme on le dirait en pénal, je l'instruis. Est-ce que ça va? Bon. En 65, au début, on espérait une mise en état intellectuel. Très vite, on en a rabattu. La pratique a montré que les juges n'avaient pas toujours le temps de faire une mise en état intellectuel. De nouveau, depuis le décret du 28 décembre 2005, c'est une mise en état intellectuel qu'on attend de vous. C'est en gros, vous devez, si vous voulez, fondamentalement,
vous plongez dans le dossier, essayez d'y voir clair et faire en sorte, comme cela l'indique, que l'affaire soit en état d'être jugée. Même si vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre d'affaires pour lesquelles il n'y a pas besoin de mise en état, on utilise un circuit court parce que c'est pas compliqué. Ça va? Enfin, on va pas faire mise en état pour un petit truc de surendettement où madame gagne 450 balles et elle en a pour 850 de dette chaque mois. Ça, je pense que ça n'appelle pas une mise en état très longue, il faut juste une calculette. C'est tout. D'accord? Mais il y a d'autres affaires où réellement il faut une mise en état. Deuxième tiret, vous allez expliquer que les pouvoirs du juge de la mise en état n'ont cessé de se renforcer. Il a des pouvoirs très importants. Vous savez, quand on dit, au titre d'un principe directeur très général, on dit dans l'article 3, le juge veille au bon déroulement de l'instance. Ah ben alors, s'il y en a un qui veille au bon déroulement de l'instance, c'est lui, hein, avec les calendriers de mise en état, calendrier de procédure, avec toutes les injonctions qu'il peut formuler, avec toutes les demandes supplémentaires qu'il peut opérer en disant au juge, aux parties, ben, expliquez-moi ça, etc. Alors vous savez que normalement il devrait y avoir des conférences. Est-ce que vous dites quelque chose? Normalement, le juge de la mise en état devrait un peu avoir son bureau ouvert. Un juge de la mise en état, vous entrez dans son bureau, et vous dites, mais qu'est-ce que vous foutez là, hein? Alors que c'est écrit dans le code de procédure civile. Hein. Le juge de la mise en état, ça fait longtemps qu'il a fermé son bureau. Il veut bien qu'on lui envoie des mails, mais il veut qu'on lui foute la paix. Donc là, c'est aussi la différence entre le texte et la pratique. Normalement, il devrait y avoir des conférences de mise en état. Non, enfin, je sais pas, c'est plus facile de s'expliquer aussi parfois. Pas du tout. En général, ça se fait surtout de manière écrite. Il y a peu d'audience de mise en état. Bon. Et pourtant, ce mec a un pouvoir dingue. Troisième tiret. Vous allez rappeler ces pouvoirs-là, s'agissant des faits et de la recherche des faits, c'est que si jamais vous ne répondez pas à ces demandes, si jamais vous êtes un avocat peu diligent, ben soit vous êtes le seul à être diligent, et dans ces cas-là, ça va être une clôture unilatérale, soit les deux avocats sont peu diligents, et ça va carrément être une radiation. Je ne sais pas si vous voyez l'enjeu, quand même. Ça va? Donc il a un peu de pouvoir, quoi. Il a intérêt de le respecter, le juge de la mise en état. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle très peu de lui, en fait. On parle toujours du juge d'instruction, au pénal. Le juge de la mise en état, lui, son pouvoir n'a cessé de croître, sans que personne ne s'en émeuve. C'est pour ça que je vous ai fait un sujet sur la mise en état des affaires civiles. Et je répète, si un seul des avocats est négligent, ça sera clôture unilatérale. En clair, bah, tant pis, vous n'avez pas pu donner, hop, c'est en état d'être jugé. Clôture donc de la mise en état. Ça va? Si les deux sont négligents, ça sera carrément radiation du rôle. Alors, vous maîtrisez le vocabulaire, radiation, retrait, hein. Juste une chose, on est d'accord que la radiation, c'est une sanction unilatérale. Hein? C'est une sanction, si vous voulez, que le juge impose. Bon. C'est pour ça que, vous avez peut-être vu dans le polycopier, moi, il y a une solution que je trouve très intéressante maintenant, en procédure civile, c'est la solution posée par l'Assemblée plénière le 24 novembre 2009, qui permet, vous le savez, un retrait conventionnel du rôle. Vous savez, c'est les parties qui décident, hein, conventionnellement, de retirer leur affaire du rôle. Sauf que si vous avez lu cet arrêt de l'Assemblée plénière, vous avez vu que la Cour de cassation s'est exprimée de façon un peu douteuse, parce que la Cour de cassation dit radiation conventionnelle du rôle. C'est malheureux, si vous voulez. La radiation, ça a un côté, si vous voulez, réglementaire imposé. Le retrait, on est beaucoup plus dans la régulation de l'instance. On pourra en parler quand on parlera de la célérité. Vous savez, la question, c'est est-ce que c'est un temps imposé ou un temps négocié? Ben, si vous voulez, moi je pense que la radiation du rôle, c'est du temps imposé. Le retrait conventionnel du rôle, c'est plutôt du temps négocié. Et je répète, essayez d'y voir clair dans les faits, demander des explications supplémentaires, demander des expertises, c'est ça qui alentit le plus la justice. Hein, donc, d'où l'intérêt de ce personnage. Et d'où l'intérêt des fameux calendriers, vous savez, de mise en état. Ça, enfin, vous savez que tout ça, ce sont des choses qui sont nées dans la pratique, je pense notamment au TGI de Paris, et qui ensuite ont été consacrés par des rapports. Les deux grands rapports en procédure que vous devez connaître, c'est le rapport Coulon, hein, de 97, qui est à l'origine du décret de 98, et le rapport Magendie sur célérité et qualité de la justice en 2004, qui est à l'origine notamment, enfin en partie, hein, des décrets d'août 2004 sur la mise en état, enfin sur l'exécution provisoire, et de décembre 2005 justement sur la mise en état. D'accord, au moins connaître deux grands rapports. Vous savez que l'intérêt de connaître les rapports, rapport Coulon, rapport Magendie,
c'est que ça peut être très joli dans une intro pour montrer que vous êtes déjà un peu dans le sérail. Vous faites un pas vers la magistrature parce que vous connaissez les rapports, si vous voulez, d'un certain nombre de grands magistrats qui ont cherché à améliorer la justice civile. Bon. Et dans l'ensemble, ce sont des réformes qui doivent être saluées. Hein. Moi, je trouve que, vu le peu de nombre de magistrats qu'il peut y avoir, hein, à peu près 8000, réussir à traiter ce stock, ce flux d'affaires civiles, c'est pas si mal. Bon. À la fin de votre 1, je pense que vous aurez assez montré qu'a priori, l'office du juge, c'est plus un pluriel, c'est plus les offices que l'office, d'une part, et qu'en plus, bah, c'est un office quand même assez ambitieux, non? Est-ce que ça va? Moi, à la fin de ma première partie, j'ai assez montré que quand je regarde les textes, quand je vois l'ambition du Code de procédure civile, je me dis, j'ai pas affaire à la figure du juge au 19e. Vous savez, la figure du juge au 19e, c'était une sorte de fonctionnaire à compétences liées, dans une logique purement accusatoire, qui était neutre, qui voyait les trains devant lui, hein, s'entrechoquer, qui de temps en temps disait ça va pas, etc. Là, on lui demande beaucoup. Ça, la figure qui apparaît à la fin du 1, c'est, dis donc, il y a du boulot hein, quand on est juge, hein, et pour le droit et pour le fait. Bon. Bah oui, mais c'est sans compter des bouleversements jurisprudentiels, transition vers le 2, qui font qu'éventuellement on se dit notre procès civil est en perte de sens, hein, ou en tout cas en quête de sens, parce qu'il y a eu des bouleversements qui relèvent tantôt du retrait de l'office du juge, pour ce qui est des juges du fond, on va le voir, tantôt au contraire de l'extension pour le juge de cassation. Donc, grand 2, l'office du juge entre retrait et extension. Vous martelez bien dans votre chapeau cette idée que ce que vous allez aborder ici tient plus d'un commentaire d'arrêt récent de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que d'une glose des arrêts du Code de procédure civile. Ça, des articles du Code de procédure civile. Dit autrement, on va s'intéresser à un certain nombre de mutations jurisprudentielles pour voir à quel point la jurisdiction a connu des métamorphoses, soit parce qu'on en demande moins à un juge du fond, c'est le retrait de l'office du juge du fond, hein, soit on en demande plus, ou on demande à la Cour de cassation d'assumer plus qu'une simple juridiction, c'est dans quelle mesure la Cour de cassation n'est pas seulement, enfin n'est pas au-delà de l'instance qui applique du droit du fait, une instance qui crée du droit, et qui doit en tant que telle l'assumer. Vous comprenez l'idée? Donc, grand A, le retrait de l'office du juge du fond. Et on verra en grand B l'extension de l'office du juge de cassation. Alors, le retrait de l'office du juge du fond. Il suffirait, dans le chapeau, là, tout de suite, de rappeler la formule Assemblée plénière 21 décembre 2007. Vous savez, l'Assemblée plénière 21 décembre 2007, c'est la requalification est un devoir, le relevé d'office d'un moyen de pur droit est une simple faculté, sauf règle spéciale. Donc, requalification, devoir, relevé d'office d'un moyen de pur droit, simple faculté, sauf règle spéciale. Et là, tout de suite, vous dites, ben, cette décision, qui a pour le moins remarquable, hein, remarqué, et qui s'est ancrée dans notre droit, hein, ça va, c'est pas un arrêt isolé. Bon. Elle pose quand même une question de sens, sens dans l'acception signification, mais sens également dans l'acception, quelle est la direction du procès civil depuis là? Où va-t-on pour ce qui est de l'office du juge? Et je vous rappelle d'ailleurs, c'est à mon avis assez symbolique, que c'est justement en décembre 2007 qu'on a cessé de dire nouveau code de procédure civile pour dire simplement code de procédure civile. Bon. Alors, petit 1, la signification de cette mutation. Et on verra ensuite la direction prise par le procès civil depuis cette mutation. Alors voilà d'abord quelle est la signification. Bon.
vous pourriez rappeler, premier tiret, de toute façon, que le débat sur le point de savoir si le juge pouvait ou devait relever d'office est un débat très ancien. Ça vous dit quelque chose, ça? Parce que vous savez que le verbe qui est utilisé dans le code de procédure civile, c'est pouvoir. Non? Le juge peut relever d'office. Alors, je vous rappelle que quand les codificateurs ont utilisé le verbe pouvoir, ça signifiait ça ne lui est pas interdit. Ça ne lui est pas interdit. Et vous vous souvenez que pour Motulski, c'est quand même très important de savoir ce qui est permis ou interdit à un juge. Parce que je vous rappelle que son objectif numéro 1, par une réalisation méthodique du droit privé, c'est d'éviter l'arbitraire. Je vous rappelle que Motulski a écrit son grand bouquin dans le maquis pour fuir le nazisme. Hein. Donc Motulski, si vous voulez, pour lui, la procédure, c'est pas seulement on a 15 jours pour exercer le contredit à compter du prononcé du jugement. Hein. Ça c'est bien de savoir ça, mais c'est mieux de se rappeler quand même que toutes ces formes sont là pour lutter contre l'arbitraire. Bon. À partir de là, vous rappelez bien que pouvoir, ça ne préjugeait pas de savoir si c'était une faculté ou un devoir. Ça va? Ça signifiait juste, ça ne lui est pas interdit. Or, vous savez comme moi que 90%, pour ne pas dire 95% de la doctrine française, a toujours considéré que le relevé d'office, c'était un devoir. Non? Ben, ne serait-ce que au regard de la tradition, donne-moi le fait, je te donnerai le droit. Ça, quand on va voir un juge, en principe, c'est pour qu'il dise le droit. Donc le relevé d'office, ça devrait être un devoir. Bon. Et voilà qu'on nous dit, pas du tout, ce n'est pas un devoir, c'est qu'une faculté. Donc c'est surprenant. Et je vous répète qu'il faut que vous exerciez votre surprise. On peut comprendre la surprise d'un certain nombre de commentateurs qui ont vu quand même une solution pour le moins étonnante, on regarde la tradition, la juridiction, etc. Et on s'étonne. Et je vous répète, la musique doit être celle de l'étonnement, d'une copie qui démontre, et non pas d'une copie qui récite. Hein. C'est comme ça que vous irez chercher des 15, des 16, etc. Bon. Alors, deuxième tiret, c'est d'autant plus étonnant qu'on opère une distinction entre la requalification d'un côté, qui est un devoir, et le relevé d'office de l'autre. Et c'est quand même très frappant, parce qu'on ne sache pas que cette opération intellectuelle qu'est la qualification soit une opération neutre et désintéressée. On ne sache pas qu'on puisse qualifier sans prétendre invoquer une règle de droit. Non? Je sais pas, quand je suis avocat, je vous l'ai déjà dit, je ne me mets pas à qualifier sans chercher à invoquer une règle. Vous me suivez? Je répète, l'exemple simple, hein, c'est un avocat qui dirait ça c'est un vice caché et qui ne réclamerait ni action estimatoire ni action rédhibitoire. Ce serait quand même étonnant. Hein. En principe, la qualification est corrélée à l'invocation d'une règle. C'est quand même assez étonnant. Alors, essayons de trouver quand même un sens, troisième tiret. Bon. Bah, parce que là, pour l'instant, je vais juste, en premier tiret du tiret, dire mon étonnement. Hein. Oui, il y a un vieux débat, mais normalement, on disait c'est un devoir. Bon, ok, maintenant, on nous dit que c'est qu'une faculté, mais à ce moment-là, je comprends plus bien la différence entre... Enfin, je comprends pas comment ça s'articule avec la requalification. Maintenant, essayons quand même d'y voir clair. Alors, si l'on cherche quand même à donner un sens, au sens de signification à cette mutation, qu'est-ce que ce serait? Enfin, d'abord, une chose est certaine, c'est qu'il y a quand même la réserve des règles spéciales. Et cette réserve des règles spéciales renvoie de toute évidence aux règles spéciales, notamment du droit de la consommation, qui est un ordre public de protection, vous vous souvenez, qui est plutôt impératif. Ça va? Ce qui fait de vous, d'ailleurs, une sorte de super maman ou de super papa, non? Du consommateur. C'est un peu ça, quoi. Il y a un petit côté, c'est toi qui viens contrer les rigueurs de l'économie, et heureusement que tu es là, quoi. Donc, Motulski dirait, bah, pourquoi pas, après tout, parce que c'est un tiers régulateur, et pourquoi pas. Même si vous avez vu qu'à propos du relevé d'office d'une clause abusive, il y a eu cette décision étonnante, je vous l'ai peut-être déjà dit, civile première, 1er octobre 2014, vous savez, qui vient dire le relevé d'office d'un moyen de pur droit, quand c'est une clause abusive, ok, mais à condition que le juge connaisse tous les éléments de fait et de droit. C'est génial. C'est un peu en trop, ça, non? Motulski dirait, bah, j'espère qu'il les connaît, les éléments de fait et de droit. Non? Il y a une décision récente, là, d'octobre 2014, que Marianne commande, d'ailleurs sur son site, là aussi, Marianne Prison-Roche, qui vient dire, voilà, le relevé d'office d'une clause abusive, c'est un devoir, bon, à condition qu'il connaisse tous les éléments de fait et de droit. Mais j'espère quand même qu'il les connaît.
Mais alors justement, si on essaie de gratter, on est toujours dans le zoom, là, on essaie d'y voir un peu plus clair. Je me dis, mais ça peut être quoi les raisons de ce retrait de l'Office du fonds? Sans doute se dire que, en des temps d'inflation législative, de pluralisme des normes, si on lui imposait toujours de voir la norme, ça exposerait souvent l'État à une responsabilité pour dysfonctionnement de la justice, non? Et ça multiplierait les voies de recours aussi. Ça va? C'est en gros, on ne veut pas trop charger la barre du fond parce qu'on a conscience que le droit est complexe, etc. Ce qui, moi, j'y reviendrai, ne me choque pas parce que on a un petit peu marre de ceux qui fustigent la jurisprudence, qui fustigent le juge comme facteur d'insécurité juridique. S'il y avait des bonnes lois, il y aurait des bonnes jurisprudences, hein. On y reviendra. En gros, moi je peux comprendre aussi qu'on en ait rabattu sur la juridiction, ce qui en dit long sur le premier cours que nous avions eu ensemble sur les sources. Donc là aussi, quand vous faites vos connexions, quand vous faites vos révisions, c'est pas parce que vous êtes en train de revoir un plan qui correspond à la 3e session que vous pensez pas à un plan vu en première session sur les mutations contemporaines des sources. Évidemment, nous avons dit que les sources étaient enchevêtrées, complexes, etc. On dit au juge, écoute, t'es pas obligé de le relever d'office, quoi. Bon, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu fais ce que tu peux. Et puis, bien sûr, l'autre moteur, à mon avis de ça, c'est la célérité, hein. Ah oui. On ne sait pas si c'est bien fait, mais au moins ça aura été fait. On aura tranché le litige dans un délai raisonnable. Mais alors maintenant, petit 2, donc vous comprenez, ça je vous l'ai déjà dit, que ces mutations, à mon avis, ce qu'il y a derrière, potentiellement, c'est le modèle européen du procès. Hein. Vite fait, et peut-être mal fait, mais enfin, vite fait en tout cas. Je sais pas, quand vous voyez, vous avez déjà vu des décisions de première instance au civil, où le juge vise à la fois 1134, 1184 et 1147. On se dit, ouh, il y a trop de tabasco, là, gars. Allez, peinard dans son coin, là, Angoulême, Nîmes, Grasse, bon. Et personne ne lui dit rien. Parce qu'on n'a pas le temps, hein. Les seuls qui sont complètement atterrés, c'est ceux qui vont chercher leur fax et qui voient arriver le truc en disant, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est difficile qu'il y ait à la fois force obligatoire, résolution et dommage d'intérêt pour une exécution. Ça va, c'est un petit rappel. Si vous voyez un truc comme ça, vous vous dites, il y a trop d'éléments dans ta salade. D'accord? Vous savez d'ailleurs, peut-être si vous avez un peu d'intuition, que quand on voit arriver une décision avec trop d'articles là-haut, trop d'arguments dans tous les sens, ça pue. Et parfois, court et bien, Chanel, c'est mieux. Hein. Ça, c'est voilà ma majeure, voilà ma mineure, voilà mes conclusions. Et je m'explique dans la mineure, mais je ne vise pas 36 textes et je ne dis pas tout et son contraire. Hein, je vous rappelle que le principe de non-contradiction, au détriment d'autrui, ça devrait s'appliquer non seulement au parti, mais au juge aussi préférant. Et vous, hélas, on ne pourra rien vous dire. Enfin, on pourra faire un recours, hein, et vous continuerez à faire de la casse, tranquillement, au détriment des plaideurs. Bon. Et je vous rappelle qu'une fois que vous serez magistrat, vous n'aurez quasiment plus de formation en civil. Ah ben non, il y aura juste atelier d'écriture du jugement civil, hein, et basta. Donc il faudra peut-être continuer à s'intéresser à ce qui ne vous intéresse pas pourtant, hein, puisque je vous rappelle que votre objectif à chaque fois c'est de dire le civil, t'as raison, c'est rien, c'est la colonne vertébrale du droit, donc je comprends très bien que tu aies décidé qu'elle soit cassée. Alors, c'est de remotiver les troupes pour le civil, quoi, grosso modo, hein. Bon. Maintenant, petit 2, la direction prise par le procès civil depuis cette mutation. La direction prise par le procès civil depuis cette mutation. Alors, on y va gentiment. Premier tiret, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que si on combine cela avec l'autre arrêt de l'Assemblée plénière que vous ne pouvez pas connaître, vous savez, c'est Assemblée plénière 7 juillet 2006, Césareo, vous savez, qui a réécrit les critères de l'autorité de la chose jugée, il est certain qu'on a allégé l'office du juge du fond, alourdi l'office des auxiliaires de justice. Ah, ça c'est certain. La concentration des moyens, c'est absolument essentiel, ça. Il y a plus de fardeau, si vous voulez, sur les épaules des parties et de leurs conseils que sur celles du juge. Bon. Deuxième
tiret, si on a une vision un peu organiciste, et je vous ai déjà dit que le process est comme un organe vivant, donc quand on touche un organe, tout est un peu déréglé, évidemment, ça laisse assez perplexe, au regard des règles comme l'interdiction des demandes nouvelles en appel, ou même des voies d'ouverture à cassation. Parce que parmi les voies d'ouverture à cassation, je crois vous avoir dit qu'il y a notamment la violation de la loi. Mais quand est-ce qu'on viole la loi? Parfois quand on ne l'a pas aperçue. Et là on se retrouve avec un dispositif de sanction qui ne correspond plus à une obligation. Oui, parce que c'est plus une obligation de relever d'office. Non? Enfin, à quoi ça rime d'avoir un pourvoi en cassation pour violation de la loi si, fondamentalement, il n'est pas tenu de relever d'office? S'il peut laisser s'entrechoquer des trains qui déraillent, je vous dis, le pire scénario, hein, c'est A dit n'importe quoi, B dit n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas aperçu le texte qui trouvait à s'appliquer. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Hein. Vous verrez parfois des gens s'écharper sur un contentieux de sous-traitance sans que personne ne soulève la loi du 31 décembre 1975. C'est ennuyeux. Moi, j'aimerais bien quand même que le juge fasse « toi, le sous-traitant qui n'a pas été payé, tu as l'article 3 de la loi de 75. » Alors, je vous demande d'essayer de conclure là-dessus, mais au moins qu'on identifie la vérité du droit, c'est-à-dire la règle applicable. Désormais, si ce n'est pas une règle spéciale, sous-entendu droit spécial notamment de protection de la consommation, vous n'y êtes pas tenu. Bon. Troisième tiret, la mutation, c'est quoi à terme? Vous faites un zoom sur la question de la vérité en droit. Parce que moi, vous connaissez la formule pour l'autorité de la chose jugée, vous savez, res judicata pro veritate habetur. Hein, c'est-à-dire, la chose jugée, on considère que c'est comme si c'était une vérité, c'est une vérité posée. Hein. C'est le vieil adage, vous le savez, latin, res judicata pro veritate habetur, c'est-à-dire, ce qui a été jugé, on pose que c'est la vérité. Alors, vous savez qu'au 19e, on affirmait que c'était une présomption irréfragable de vérité. Maintenant, on est un peu plus modeste, on dit non, c'est surtout une fiction qui est très utile pour mettre fin aux querelles. Non? Mais enfin, avant, on espérait quand même qu'on avait au moins identifié la règle applicable, quoi. Et si on voulait pasticher maintenant la formule là, du prêteur, on dirait « donne-moi le fait, donne-moi le droit, je te livrerai une approximation ». Ce qui est un peu gênant, on regarde la vérité du droit. Non? On peut se demander, est-ce que les juristes font encore confiance à leur propre vérité? Bon bref, vous avez vu que cette décision me trouble. Oui. Le mot qu'on avait fait sonner dans le 1, c'était ambition, non? Là, moindre ambition. Non, moindre ambition. Mais en même temps, appliqué à des temps de pluralisme des normes, etc. Ça va? C'est bon. Bien. Ça serait beau comme sujet, ça, l'autorité de la chose jugée. Je le valide aussi. L'autorité de la chose jugée. De toute façon, tous les sujets doivent vous faire plaisir. C'est ça. Il va se voir que si on tombait sur le sujet le jugement, il faudrait peut-être parler aussi de l'autorité de la chose jugée. Parce que ça accompagne un acte juridictionnel, vous le savez, et non un acte d'administration de la justice. Alors, grand B maintenant, mouvement tout à fait contraire lorsqu'on envisage l'office du juge de cassation. Donc, grand B, l'extension de l'office du juge de cassation. Alors, tout de suite dans votre chapeau pour bien qu'on comprenne. C'est-à-dire, la Cour de cassation, vous savez, le cours première année, c'est le juge du fond et le juge du fait. Le juge de cassation et le juge du droit. Bon. Moi, je pense qu'on pourrait aussi tout de suite faire lire à des étudiants de première année au moins quelques lignes d'un mémoire à la Cour de cassation, où vous verrez que quand on conclut, enfin, quand on est avocat au conseil, en réalité, d'accord, on invoque du droit, mais on invoque aussi plein de faits. Pour une bonne raison, c'est qu'on sait que là-haut, le but, c'est de trouver la meilleure règle pour le royaume. Hein. Ça va? C'est toujours. Quand vous faites un mémoire ampliatif à la Cour de cassation, bien sûr que vous invoquez du droit.
mais vous donnez aussi plein de faits, vous instruisez le conseiller en cour de cassation sur, je sais pas, moi je vous donne un exemple, je fais un mémoire sur, tiens, la force majeure SNCF, ça va? En gros, une minette a été violée dans le Nice-Vintimille. On découvre qu'en réalité, dans ces trains de nuit, le type qui va dans les couloirs, là, celui qui ouvre les cabines, a un pass qui ouvre toutes les cabines. Ça, moi, je le mets immédiatement dans mon mémoire de cassation. Ah ouais. Parce que ça va être une manière de convaincre la Cour de cassation qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait force majeure. Ce qui serait une manière, si elle rejette la force majeure, de dire désolé les gars, mais vous changez les règles de sécurité sur les trains. Ça va? Bon, dit autrement, si vous voulez, le petit banjo consiste à dire les juges du fond, c'est juge du fait, la Cour de cassation, c'est juge du droit. Bon, fondamentalement, je vous rappelle que l'ancêtre de la Cour de cassation, c'est le tribunal de cassation, et avant la Révolution, ça s'appelait le Conseil du roi. Hein? Tout est dit. Donc fondamentalement, dans sa carte, enfin, dans son arbre généalogique, la Cour de cassation, elle a du sang royal, si vous voulez, ce qui se vérifie d'ailleurs au regard de la sociologie des conseillers, la Cour de cassation, hein, pour certains. Mais surtout, c'est une institution potentiellement quasi législative. Donc elle, depuis longtemps, finalement, elle fait plus normalement que de la juridiction. Vous me suivez? C'est pas j'applique de la loi à des faits, c'est parfois je crée du droit. Ben, ça s'appelle les créations prétoriennes, non? Vous m'accorderez que, je sais pas, les principes généraux des troubles du voisinage, l'enrichissement sans cause, tout ça, c'est un peu plus que de la juridiction. On est d'accord là-dessus? Bon. Le bouquin que vous avez dû lire quand vous étiez à la fac de droit, c'est La jurisprudence par Frédéric Zenati. Hein, c'est un bouquin qu'on prescrit en général dès la première année et qu'il est bon d'avoir lu. Zenati, c'est un truc qui répète depuis 30 ans que la jurisprudence est une institution quasi législative. Sauf que, vous savez comme moi, que la Cour de cassation, pendant très longtemps, a nié ce pouvoir créateur. Vous connaissez la fameuse formule « Nul n'a le droit acquis à une jurisprudence figée ». Et vous savez, la logique de la Cour de cassation, c'était de dire « Oh là là, mais moi je ne suis rien, hein. Ah non, moi je ne suis rien, je ne fais que déplier tous les sens du texte. » Exemple, je vous ai dit avant que les donations à la concubine adultère étaient nulles, je vous dis maintenant qu'elles sont valables. Tout ça, c'est contenu potentiellement dans l'article 6. Bon. Sauf que le basculement qui fait qu'avant, elle n'assumait pas son pouvoir, elle avait raison, parce que ça lui permettait, on est d'accord que moins on assume son pouvoir, plus on en a. Ça, hein, pouvoir caché, pouvoir puissant. Bon. Le basculement qui fait que maintenant elle l'assume, c'est un basculement qui a eu lieu en 2004. Vous savez, hein, sous Canivet, là, avec le rapport Molfessi. Bon. Et donc, on va étudier, c'est ça qu'on va étudier comme basculement, parce que c'est une extension de l'office, ou plus exactement, si on voulait être encore plus précis, c'est une manière d'assumer enfin pleinement un office étendu qui dépasse la juridiction. Vous me suivez? Et je crois que ça aussi, c'est sous influence européenne. Pourquoi c'est sous influence européenne? Parce que n'oubliez pas la formule de l'arrêt de la CEDH, hein, il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut qu'on voit qu'elle a été rendue. Dit autrement, quand on a du pouvoir, on l'assume. Et il faut que le bon peuple comprenne à peu près ce qu'il en est. Bon. Alors, on va le voir en deux temps, là. Petit 1, la jurisprudence conçue comme créatrice de droit, hein, jurisprudence de cassation, hein, bien sûr. Hein. Et petit 2, la possibilité d'une modulation dans le temps. On abordera la délicate question de cette modulation dans le temps. Petit 1, donc, la jurisprudence créatrice de droit. C'est plus de la que la juridiction, là. C'est carrément la fabrique du droit, en quelque sorte. Bon. Alors, premier tiret, vous avez rappelé que on trouvait ça et là des traces dans la jurisprudence du rôle créateur de la Cour de cassation, mais c'était avant assez ténu. Ça veut dire quelque chose, c'est des formules comme la doctrine de la Cour de cassation. Je rappelle, premier tiret, avant même le basculement de 2004-2006, on pouvait trouver ça et là à la Cour de cassation des éléments qui prouvaient qu'elle faisait plus que de faire de la juridiction. Je prends comme exemple la doctrine de la Cour de cassation, qui est une formule qu'on trouve sous sa plume dans l'arrêt Chronopost 2, par exemple. Doctrine de la Cour de cassation,
on se dit quand même que c'est, écoutez, essayez de m'écouter les gars, hein. Ça va? C'est le précédent à la française, si vous voulez. Bon. Vous connaissez aussi sans doute la formule des obiter dicta. Vous savez, un obiter dictum, c'est lorsque la Cour de cassation, au détour d'un attendu, apporte des éléments qui dépassent ce qui était strictement nécessaire pour régler cette cause. Non? Attendu que l'erreur sur les motifs est, sauf stipulation contraire, sauf stipulation expresse contraire, indifférente. Elle aurait pu se contenter de dire, l'erreur sur les motifs est indifférente. Non, elle dit, sauf stipulation expresse contraire. Elle te donne une indication, toi, agent juridique, avocat, plaideur de France et de Navarre, sur voilà comment tu t'y prends si tu veux qu'un motif entre dans le champ contractuel. C'est un obiter dictum, ça. Ça va? Sauf stipulation expresse contraire. Bon. Bien, alors, on part de ça, on part de... Bon, la Cour de cassation, malgré tout, donnait comme ça et là des indices de son pouvoir, mais c'était vraiment en filigrane, et ça n'empêchait pas de marteler à chaque fois, je le répète, nul n'a un droit acquis à une jurisprudence figée. Bon. Bien. Ça, on l'a déjà vu quand on a vu la jurisprudence en droit civil. Hein. Deuxième tiret, on est bien d'accord que la critique qui était faite très souvent à la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est qu'elle était perturbatrice des prévisions des parties. Non? Parce qu'évidemment, comme elle crée des choses, elle sort des choses de son chapeau, forcément, ça crée de l'insécurité juridique. Vous y êtes songé, par exemple, à l'énervement de Molfessis, dans son rapport, face à un arrêt comme Civil Première 9 octobre 2001. Vous vous souvenez de Civil Première 9 octobre 2001? Je vous l'ai invoqué plusieurs fois. Vous vous souvenez, c'est en cas de responsabilité médicale, quand on est venu dire l'obligation d'information pour les risques exceptionnels découle de la dignité. Non? Et on s'est appuyé là-dessus pour poser une solution hyper rétroactive, puisque vous vous souvenez qu'on avait reproché à un médecin qui avait procédé à une intervention chirurgicale dans les années 70 de ne pas avoir respecté une information complète, y compris pour les risques exceptionnels, alors que cette exigence-là n'a été posée par la Cour de cassation qu'en 98. On dit, bah oui, mais c'est conforme à la dignité, donc en gros, comme c'est du droit naturel, quasiment, il aurait fallu qu'il s'en doute. Ça va? Dit autrement, 20 ans avant la solution, il aurait fallu déjà la respecter. Ça va, là, les perturbations? Bon. Et je vous rappelle qu'il y a des arrêts de la Cour de cassation, très perturbateurs, dont on peut essayer de juguler la perturbation, grâce à des lois de validation. Je vous ai déjà enseigné ça. Souvenez-vous de l'affaire du tableau d'amortissement, vous vous souvenez? Je crois vous avoir déjà parlé d'arrêts de mars et juillet 94 à propos de l'échéancier des prêts, là, à la consommation. Et comme ça a été panique à bord dans les banques, eh bien, immédiatement, les banques ont vu à leur soutien, elles ont eu, bien sûr, les lois de validation. Ça va? Mais il n'y a pas toujours une loi de validation. Dire, juste une chose, une méchante langue dirait, oh, tu sais, parfois, du fait de l'effet papillon, il peut y avoir de très grosses perturbations sans même attendre une décision de un arrêt de la Cour de cassation. Parfois, il suffit d'une décision de première instance. Donnez-moi un exemple d'une décision de première instance. Alors là, pour le coup, c'est vous qui êtes aux commandes. Hein, qui a eu un effet papillon, mais pouf! La question que je vous pose, c'est est-ce que les cracks, est-ce que les perturbations, est-ce que l'insécurité juridique naît nécessairement d'un arrêt de la Cour de cassation? Est-ce que parfois, ça peut pas être une décision de première instance? Une décision, par exemple, je pense à une décision marseillaise. À Marseille. Si je vous dis, j'essaie de vous donner des indices, on va le faire façon charade. Si vous avez lu Judith, parce que tout le monde m'a dit oui, j'ai lu Judith Rochefeld, comme tu me l'as dit, super. Bon. Judith, dans la notion de contrat, revient beaucoup sur ce qu'elle appelle le contrat pédagogique, le contrat rhétorique. Vous savez, c'est le contrat pour rire, si je puis dire. C'est, je te dis contrat, alors qu'en fait, c'est un impératif. Ça va? Enfin, je sais pas, le contrat de citoyenneté, le contrat de responsabilité parentale, ou bien, Judith a un passage là-dessus, le PAR. C'est quelque chose, le PAR, c'était le plan d'aide au retour à l'emploi. Non? Bon. Encore, c'est le chômeur contractant cette fois, non? Win-win, c'est t'es chômeur, tu vas faire ton petit site internet pour offrir ton truc, ça va faire un win-win. On va faire un contrat avec l'assurance chômage, comme ça, plus tu te bouges le cul, plus tu auras des allocs, si tu te bouges pas le cul, elles vont être sucrées. Ça va? C'est le PAR. Bon. Mais c'était
que des choses imposées, mais imposées sous pilule contractuelle, si je puis dire. Ça va? Pour mieux les faire passer. Gardez ça en tête si vous tombez sur peut-on encore interdire aujourd'hui? Oui, mais en faisant passer la pilule. Non. Vous savez, pour interdire aujourd'hui, on utilise des formules du genre les pelouses sont en repos hivernal. Ça? Non. Ou bien, toi le chômeur, je vais te sucrer plein de trucs, mais c'est un contrat, c'est un win-win. Mais c'était pas un vrai contrat. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait les Marseillais? TGI, 14 avril 2004. Ben, ils ont dit, ça, c'est un contrat synagmatique. Ah ben ça, je peux vous assurer que le soir même au ministère des Affaires sociales, on se dit, merde, ils ont pris les choses au pied de la lettre. C'était un contrat pédagogique, c'était pour rire. Ah ben non, les juges de Marseille ont dit, c'est un contrat synagmatique, ce qui voulait dire que si on réduisait les allocations chômage, alors nous, on chercherait moins un boulot qu'avant. Vous voyez l'ambiance? Est-ce que ça va? Exception d'une exécution. Mais moi, je les aime bien, ces juges marseillais, je trouve ça plutôt marrant. C'était juste une digression pour vous dire qu'il n'y a pas qu'un arrêt de la Cour de cassation parfois qui peut créer de l'insécurité juridique. Ça va? Et l'affaire du PAR, je suis sûr que vous en avez entendu parler, elle est assez emblématique. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est TGI Marseille, 15 avril 2004, mais bon, mieux vaut vérifier. Mais je suis quand même quasiment sûr. Voilà, en gros. Oui, parce que je vous rappelle que j'ai eu un logiciel Intel Pentium fabriqué avant le vôtre. Et c'était un modèle avec moins d'obsolescence pour ce qui est du... Oui, parce que parfois quand vous me dites je m'en souviens pas, je me dis mais attends, mais qu'est-ce que ça va être en gériatrie, hein? On comprend mieux pourquoi Alzheimer est devenu le thème national, puisque ça commence à 18 ans. Bon. Oui, parce que vous venez me voir, me dire comment je travaille, la ligne droite, bah t'essayes de faire en sorte qu'il y ait des morceaux de droit qui restent dans ta tête, quoi, au moins jusqu'au début juin. Ça, c'est une technique, hein, bon. Et vous avez compris que la mémoire, ça travaille beaucoup aussi à l'étonnement. Je pense que si je suis totalement passif, 8 heures d'affilée sur ma main, en tripotant mes cheveux, vous savez, quand c'est pour ceux qui ont des cheveux, là, vous adorez faire comme ça, là, clac, 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 et vous en arrachez un ou deux, voilà. Bon, c'est peut-être pas mal d'un polycapillaire, mais enfin, ça n'apporte pas grand-chose au truc. Si en revanche, je suis vraiment actif dans mes révisions et si je m'étonne, et là, par exemple, j'ai essayé de déclencher un étonnement sur, regarde, comme parfois une simple décision de première instance, hein, je pense qu'il y a des choses qui rentrent, quoi. Enfin, je crois profondément. C'est mon credo, en tout cas. Troisième tiret. Vous allez expliquer que l'année 2004 a précisément été l'année du basculement parce qu'au nom de la sécurité juridique, au nom de la prévisibilité des solutions jurisprudentielles, on est venu dire il faut que la Cour de cassation assume son pouvoir créateur. Qu'on reconnaisse pleinement la jurisprudence de cassation comme une jurisprudence qui est parfois créatrice de droit. Ça, c'est le rapport Molfessi, bien sûr. Les premiers arrêts de la Cour de cassation qui sont intervenus, vous savez, 8 juillet 2004, etc. Et ensuite, en majesté, Assemblée plénière, 6 décembre 2006. 21 décembre 2006, pardon. Assemblée plénière, 21 décembre 2006, hein, c'est le revirement est en principe rétroactif, certes, on le verra, parce qu'on considère que cette solution nouvelle est un progrès du droit. Oui, mais par exception, on peut potentiellement moduler dans le temps. Alors allons-y sur petit 2, la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence. Je vous rappelle, premier tiret, que lorsqu'un l'arrêt de la Cour de cassation opère un revirement, ce qui n'arrive pas tous les jours, comme on est d'accord que les revirements ne sont pas si fréquents, on part du principe que c'est un progrès. Non ? C'est ça le principe. Comme c'est un progrès, comme c'est une meilleure solution, ça doit s'appliquer immédiatement. C'est ça la logique. Vous voyez que le raisonnement n'est pas du tout le même qu'en pénal, ou en pénal, hein, vous connaissez l'arrêt Pessino contre France, la logique c'est soit le revirement est imitius, plus doux, et dans ces cas-là, le prévenu en bénéficiera immédiatement, soit il est in pejus, et il faut trouver une solution pour qu'il échappe à cela. Le faire entrer dans une loi d'amnistie, une exemption de peine, ce que vous voulez, mais enfin, il ne doit pas en pâtir. Bon. Nous, on part du principe que le revirement, c'est un progrès, donc application immédiate dans l'affaire. Avec la part d'imprévisibilité que ça implique, bien sûr. Non ? Mais enfin, moi je crois que, de toute façon,
ça fait un peu partie du jeu, quoi. Même si, deuxième tiret, on peut attendre quand même de la Cour de cassation qu'elle prévienne le cas échéant, ou qu'elle explique son revirement. Vous savez qu'il y a de plus en plus de revirements où la Cour de cassation explique. Vous avez vu l'arrêt de la Chambre commerciale, je vous l'ai cité dans votre polycopier, où elle dit, ben voilà, je vous explique pourquoi j'ai changé là, ben parce que l'état du droit des sociétés a changé, etc. Alors là, c'est encore mieux, parce que comme ça, l'ensemble du royaume comprend. Non? Il suffit de lire. Hein? Il suffit de lire. C'est apprendre à lire un arrêt de la Cour de cassation. Là, pour le coup, avant, elle était très laconique, maintenant, elle l'explique davantage, ce qui est pas mal. Moi, je sais pas, je suis juge en France, je me dis, tiens, ça a reviré, mais pourquoi? Ben, elle vient de te le dire, là. Elle est un peu plus bavarde qu'avant, elle explique son changement. D'accord? Je suis sûr d'avoir placé dans le polycopier une mention des cas où le revirement était expliqué, hein, fondamentalement, ce que je trouve assez intéressant. Troisième tiret, on est d'accord que par exception, il est possible de moduler dans le temps. On l'a déjà vu, ça. Hein. C'est-à-dire, en gros, de dire, bon, bah, ça ne s'appliquera pas ici. Et alors, vous m'accorderez que, ça, là, il y a beaucoup de choses à en dire. C'est quand même un peu particulier, parce que ça veut dire, on considère que c'est une solution meilleure, en même temps, on ne l'applique pas immédiatement, au nom de la prévisibilité. C'est étonnant, non? Donc, ça risque d'être quand même assez exceptionnel. Vous vous souvenez qu'on fera venir, d'ailleurs, un amicus curiae, le cas échéant, hein, un amicus curiae très particulier qui ressemble parfois à un lobbyiste. Vous savez, on demandera... on demandera. Eux, spontanément, parfois, enverront des éléments, hein, les assureurs, les notaires, vous savez, est-ce qu'un contrat d'assurance vie, c'est bien un contrat d'assurance, chambre mixte, 21 décembre 2004, immédiatement, les notaires, les avocats envoient des éléments, d'accord? Bon. Mais c'est quand même une solution particulière, et vous savez dire qu'à la Cour de cassation, ça ne va pas sans grincement, hein. L'Assemblée plénière a installé ce revirement pour l'avenir sur l'autel de l'équitable, mais vous savez qu'il y a certaines chambres qui considèrent que le revirement pour l'avenir et la modulation dans le temps, ça sera très exceptionnel. Je pense notamment, je pense que vous le savez, à la première chambre civile de la Cour de cassation. Quand vous voyez des arrêts, par exemple, du 11 juin 2009 là, de la Cour de cassation, c'est civile première 11 juin 2009, 2 arrêts du même jour, où elle vient dire « Oh là 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 !» Moi, alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez cet arrêt, vous verrez, il y a encore la motivation ancienne du genre « Nul n'a le droit acquis à une jurisprudence figée ». C'est-à-dire que la Cour de cassation, elle continue, première chambre civile, même après l'arrêt de 2006, c'est-à-dire « Nul n'a le droit acquis à une jurisprudence figée ». Et elle dit « Moi, première chambre, je suis prêt à moduler dans le temps, seulement dans l'hypothèse où sinon, il n'y aurait pas un bon accès au juge ». C'est-à-dire, en gros, le cas tout à fait exceptionnel où je suis prêt à moduler dans le temps, dit la Cour de cassation, c'est le cas où le revirement priverait, sans cela, d'un accès au juge. Donc c'est quand même aussi large que le chat d'une aiguille. Hein. Alors, conclusion sur ce sujet, qui est quand même je vous dis, un des morceaux de bravoure, à mon avis, de votre programme, quoi. Enfin, l'office du juge, faut vraiment avoir tous les bons réflexes qui vont bien. Alors, conclusion, on reprend ce qu'on a dit, c'est-à-dire à la fois un office du juge tel qu'il apparaît dans le Code de procédure civile entre fait et droit, avec un degré de perfectionnement, un degré d'élaboration autour du principe de collaboration, bon, et un office du juge tel qu'il a muté en jurisprudence, tantôt dans le sens du retrait de l'office du juge du fond, tantôt dans le sens de l'extension de l'office du juge de cassation. Et il va de soi que tout de suite que vous pourriez rappeler que ça, c'est quand même un indice d'un certain vieillissement du Code de procédure civile, bien sûr. Alors ensuite, il y a plein d'ouvertures possibles. Soit vous voulez faire une ouverture en majesté, en disant, mais arrêtons de fustiger... Bon, je pense que c'est pas mal, hein, c'est un magistrat qui va me corriger. Hein. Bon. Comme c'est un magistrat qui me corrige, moi j'aimerais bien... J'imagine bien une ouverture qui dirait, bon, un peu lèche-cul, mais bon, voilà. Il dirait, on fustige souvent l'imprévisibilité et l'insécurité liées à l'office du juge qui, s'appuyant tantôt sur des faits adventistes, tantôt sur des éléments qu'il est allé écrire lui-même, tantôt sur un revirement de jurisprudence imprévisible, a créé une insécurité juridique. Mais songe-t-on que ce sont les bonnes lois qui font les bonnes jurisprudences. Et que lorsque la France a été condamnée par la CEDH pour défaut d'accès au juge, défaut d'accès au droit, c'était moins en raison d'une difficulté jurisprudentielle ou d'une initiative d'un juge que d'une malfaçon législative. Et je vous ai
au moins dans votre besace, vous avez au moins un arrêt de la CEDH qui dit, là, ça va pas du tout, là, votre système. C'est pas clair. C'est l'arrêt Belley contre France. Je l'ai répété combien de fois? Un peu, non? Vous l'avez trouvé ou pas? Il existe ou c'est moi qui l'ai inventé? CEDH, 4 décembre 95. J'invente, mais à mon avis, c'est ça. Belley, BE2LET, contre France. C'est au moins la troisième fois qu'on en parle, non? Vous vous souvenez des faits? Un monsieur hémophile qui avait été transfusé, qui avait contracté le VIH. Bon. Il est indemnisé sur le terrain de la loi de 91, mais il dit, mais c'est rien, c'est tout ce que j'ai, c'est nul. J'aimerais bien avoir un complément auprès du juge. Et là, la Constitution lui dit, dégage. T'avais qu'à mieux comprendre. Cette procédure administrative, là, issue de la loi du 31 décembre 91, c'est tout ce que t'as, il n'y a rien à gratter d'autre. Bah, lui, il se démonte pas. Enfin, il se démonte pas, il va bientôt mourir, hein. Il va à la CEDH et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette France byzantine, avec des labyrinthes où on comprend rien, etc. La France se fait condamner. Non? Mais je répète, il y a un reproche à faire, là, au juge. Il y a un reproche à la Cour de cassation, mais la Cour de cassation, elle a juste appliqué à la lettre la loi du 31 décembre 91, telle qu'elle était faite, ou plutôt mal faite. Ça va? Ce sont les bonnes lois qui font les bonnes jurisprudences. Et plus la loi sera claire, que ce soit la loi de fond ou la loi de procédure civile, plus le juge rendra des décisions satisfaisantes. C'est pas mal comme ouverture lèche-cul, non? Bah, on peut pas rêver mieux, hein. Bon. Il faut un peu servir le truc. Mais alors on peut, si vous aimez pas cette ouverture, vous voulez faire. Alors, on peut aussi ouvrir la conclusion sur la rédaction du jugement. C'est pas mal. En disant, bah voilà, la procédure, ça aboutit quoi? Ça aboutit à un jugement. Et ce jugement, c'est aussi l'art de l'écriture. C'est pour ça que vous vous ennuyez tant sur l'écriture. Non? Et vous savez que ce jugement devrait être écrit en français, déjà? Oui. Alors ça, c'est exigé depuis le 25 août 1539. Petit rappel. Hein, ça s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Maintenant, ça a un support encore plus ferme. Hein, c'est la loi de 92, vous savez, qui a réformé la Constitution. Le français est la langue de la République. C'est la dernière phrase de notre présentation sur le site. Vous deviez vous douter que, pour ce qui est de l'orthographe et de la grammaire, on serait un peu chiant. J'ai une question à vous poser quand même. Donc la langue du procès, on est d'accord que c'est en français. Hein. Mais quand vous serez à Mamoudzou ou à Cayenne, si jamais vous parlez le créole ou la langue locale, ou même si vous êtes à Grasse et que vous parlez le provençal, est-ce que vous pouvez laisser s'exprimer la personne en provençal et parler avec elle en provençal? Ah si, article 23 du Code de procédure civile. Et moi, mais là, je suis d'accord que vous dites non et vous avez raison, parce que moi, au bout d'un moment, j'adorerais aller jusqu'à la CEDH en disant ça va pas du tout. Dans l'article 23 du Code de procédure civile, il est dit que si vous comprenez, on est d'accord, vous êtes juge, là, vous êtes juge d'instance à Mamoudzou, vous y êtes, là, 48 degrés, les pales. Et puis, comme vous avez une passion pour l'océan Indien, vous connaissez, je sais pas, moi, le mec parle en Zouaïli, pas trop quoi, et vous dites, allez, ça m'amuse, vas-y, fais péter. Voilà. C'est permis par le Code de procédure civile. Mais je comprends pourquoi vous vous tiltez. Moi, j'adorerais être l'avocat du mec d'en face, le métro qui parle que français, en disant, mais c'est quoi, là, au regard de l'égalité des armes, qu'est-ce que vous racontez? Je vais demander un traducteur, moi. Non? Je m'étonne. Oui, même pour un truc comme ça, on peut s'étonner. Et même là-dessus, on peut faire Code de procédure civile versus CEDH. Ça va? Vous comprenez que les coupes de contraires, c'est super intéressant aussi pour se mettre des choses dans le crâne. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des angoisses? Oui? Non? Alors, on bascule maintenant sur les grands réflexes des procédures civiles d'exécution. Je reviendrai, si vous voulez, sur des thèmes de procédure civile dans le cadre d'une foire au plan. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais là, je voudrais avancer pour poser aussi les réflexes des procédures civiles d'exécution. Alors, les procédures civiles d'exécution. Quelques réflexes tout simples. Bon, d'abord, une première idée très simple. Vous en faites une montagne des procédures civiles d'exécution, alors que c'est une matière qui convoque tout ce que vous devez savoir par ailleurs. C'est-à-dire, en gros, c'est le moment le plus dynamique, finalement, du programme, le moment où tout va entrer en ligne de compte, non? Le droit des contrats, le droit des biens, le droit des régimes mat, etc. Tout ça, c'est là. Mais cette fois-ci, il va falloir le mettre en œuvre. Bon.
vous savez aussi, deuxième idée assez simple, qu'un des grands mouvements de notre droit a consisté à faire en sorte que les droits du créancier face à un débiteur défaillant soient renforcés. C'était l'objectif initial de 1804. Il avait parfois été perdu de vue, on a voulu le réamorcer. Je m'explique. En 1804, quand vous lisez le Code civil, je répète, quand vous le lisez, mais dans ses dispositions originelles, celles qui ont été intouchées, si je puis dire, non touchées depuis 1804, vous voyez bien quand même que tout est fait pour favoriser le créancier, pour faire en sorte qu'il obtienne satisfaction et donc paiement. Enfin, je sais pas, des règles comme le créancier n'est pas tenu d'accepter un paiement partiel, par exemple. C'est très favorable, ça. Non? Mais sauf que vous savez que, à partir des années 30, il y a eu tout un thème qui s'est enclenché du type « Ah bah oui, mais maintenant il y aurait un droit de ne pas payer ses dettes ». Ça vous dit quelque chose? C'est la fameuse antienne qui est née avec Ripert. Vous savez, Georges Ripert a écrit cet article très célèbre en 1936, « Le droit de ne pas payer ses dettes ». À une époque très particulière, là aussi, passer ne serait-ce que 10 minutes à se souvenir, c'est important ça, mais à se souvenir des faits. Les faits, c'était le Front populaire qui avait réécrit l'article 1244 du Code civil à propos des délais de paiement, vous le savez. Le Front populaire avait réécrit cet article pour dire le juge pourra donner des délais aux débiteurs qui emprunteront leurs mesures aux circonstances. Qui emprunteront leurs mesures aux circonstances. Et là, Ripert dit non mais n'importe quoi, il n'y a même pas de butoir là, c'est le droit de ne pas payer ses dettes. Donc c'est hyper marqué politiquement, non? Ça va là? Front populaire versus Ripert. Hein? Et la grande idée de Ripert, aspect juridique du capitalisme moderne, etc., c'est quand est-ce qu'on va enfin réarmer le créancier? Non? Donc une seule chose, là, les mouvements là, l'oscillation, c'est 1804, c'est un code qui est pensé pour la satisfaction du créancier. À partir des années 30, on a commencé à fustiger l'idée que le créancier était moins bien protégé qu'avant, qu'il fallait finalement réarmer le créancier. Ben, c'est toute la logique, vous savez, de la loi du 9 juillet 91, qui est maintenant codifiée, hein, parce qu'on va revenir sur le code des procédures civiles d'exécution. L'idée, ça a été de revaloriser le titre exécutoire, de favoriser le paiement dans l'intérêt du créancier. C'est ça le premier grand mouvement. Avec un droit des saisies plus énergique, avec des créanciers plus privilégiés que d'autres. Vous le savez, je pense notamment à la créance alimentaire, hein, qui n'est pas une créance anodine, bien sûr. Bon. Donc ça, c'est grand mouvement. C'est regarder comme ce qui avait été posé dans l'intérêt du créancier en 1804, c'était un peu érodé. Et donc ensuite, le droit, à partir des années 90, a cherché à réarmer le créancier, revalorisation du titre exécutoire, nouveau type de saisie plus énergique, enfin bon, tout est allé dans ce sens. Mais enfin, mouvement contraire maintenant, couple de contraire. Bah oui, mais un intérêt qui avant était assez secondaire et qui malgré tout continue à gagner du terrain parce que les faits sont têtus, c'est l'intérêt du débiteur. Je répète, la logique du Code civil, c'était intérêt principal, le créancier, intérêt très secondaire, le débiteur. Mais malgré tout, ce qui avant était secondaire est de plus en plus important, pour une bonne raison, c'est que les faits sont têtus et qu'il y a des pans entiers de la population française qui n'arrivent pas à faire face à leurs dettes. Mais ça, c'est résistance des faits au droit. Des pans entiers de la société française qui sont malades de leurs dettes. Et là, l'autre mouvement, c'est comment protéger le débiteur, alors avec des garanties procédurales, c'est vrai. C'est que, Dieu merci, on donne un certain nombre de garanties aux débiteurs, vous le savez, c'est pour ça que ce sont des procédures civiles d'exécution avec le rôle du juge, là aussi, hein, qui est là pour protéger un tant soit peu, hein, éviter l'abus dans les sûretés aussi, et dans leur mise en œuvre. Vous voyez ce que c'est l'abus dans les sûretés? Vous savez, c'est les créanciers professionnels qui prennent 12 garanties pour une micro-créance. Bon, c'est complètement délirant. Bon, donc c'est éviter l'abus. Mais c'est aussi qu'on a mis en place de plus en plus une justice sociale en France. Et cette justice sociale vient totalement heurter les logiques de la justice contractuelle qu'il y a dans le Code civil.
C'est-à-dire combien même on aurait réamorcé les droits du créancier dans le code civil, dans le code des procédures civiles d'exécution, il faut tenir compte de toutes les dispositions du code de la consommation qui, elles, donnent la voix au débiteur. Et alors, songez bien sûr au surendettement, parce que ça va être le cœur de votre boulot, vous, hein. Vous allez être aux commandes, là, hein. Vous savez, à chaque fois que les expressions, quand vous allez faire des trucs de formation continue au Quai aux Fleurs, vous verrez des tas de gens intervenir en disant « Bon, ça on fait sauter, ça on fait sauter, ça on fait sauter ». Le sous-entendu, c'est on fait sauter ça, on fait sauter ça, on fait sauter ça ». C'est le droit de ne pas payer ses dettes. Il y a 2-3 trucs qui vont sauter, hein. Ça va ? Le dispositif de lutte contre le surendettement, n'oubliez jamais que c'est un dispositif qui est né à gauche, loi du 31 décembre 89, loi Neyers, mais qui a été ensuite considérablement étendu dans la loi de 2003, loi Borloo, avec un vocabulaire dont vous m'accorderez qu'il est médical. Non ? Loi sur le rétablissement personnel, non ? Tu es malade de tes dettes, je vais t'alléger ce fardeau. Je vous rappelle que c'est cette loi, notamment, qui a promu le reste à vivre, de façon encore plus importante que la loi de 98. Parce que la loi de 98 avait forgé la notion, dans le cadre du rétablissement personnel, on prévoit bien que même si... Vous voyez ce que c'est le rétablissement personnel ? C'est on efface tout, hein. C'est pas le rééchelonnement, c'est on efface tout. On efface, on repart à zéro, mais on garde quand même une table, 4 chaises, équivalent d'un RSA et compagnie. Bon. Ça, c'est beaucoup plus dans l'intérêt du débiteur, au nom de la dignité. Et c'est tout à fait à l'honneur de notre pays, hein, État-providence. Hein. La question, c'est ce qu'on en a les moyens. C'est une question plus économique. Mais bon, moi, je pense qu'on en a quand même les moyens. Vous avez lu l'article de Piketty, hier. Faut-il payer ses dettes? À propos de la Grèce, tout ça? Non? Faut-il toujours payer ses dettes? Là, ici, là, il y a au moins une personne qui va avoir ce sujet en grand oral. Non? Il y en a une autre, d'ailleurs, qui va tomber sur tout sur écoute. Tout ça, c'est les sujets de la saison 2015. Et c'est pas sorti de mon esprit malade, c'est sorti du monde.fr. Voilà, faut-il se préparer au grand tour? Oui, en lisant chaque matin, un peu, et voilà. Faut-il payer ses dettes? Parce qu'on est d'accord que cette question-là, créancier-débiteur, j'imagine que tout de suite vous faites les